Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, chers amis. Moi, j'étais aux Eurocaines de Belfort sur l'invitation de la direction des Eurocaines de Belfort et j'y ai passé un très agréable moment et j'y ai rencontré une troupe, un groupe de personnes qui organisent ces Eurocaines de Belfort, toutes plus charmantes les unes que les autres. Et puis, il y avait un public incroyable. Alors, il y avait plein de groupes. C'était très beau. Je vous invite à aller là, pendant l'été, à vous rendre sur des festivals de musique, car vraiment, j'ai noté cette communion de joie, de danse, de musique. Et je me suis dit que ces grandes réunions comme ça, avec quelque chose qui dépassait le sens de la fête. Il y a quelque chose de l'ordre d'onde que l'on perçoit et qui nous envahissent. En tout cas, ça a été mon ressenti. Et voilà, si vous pouvez vous faire quelques festivals cet été, que ce soit de jazz, de rock, de chansons françaises, je crois que vous n'avez que l'embarras du choix. J'espère donc que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne. Et comme je vous le disais, nous nous retrouverons à la rentrée, mais à partir de 22h. Donc une heure de plus de libre antenne. Nous allons donc passer 3 heures ensemble à partir de la rentrée. Voilà, qui nous ravit et qui, j'espère, vous ravit. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Vous nous écrivez vos SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous envoyez vos SMS en privé sur le groupe Facebook de la Libre Antenne. Et puis, vous nous écrivez aussi vos mails à libreantenne@europe1.fr. libreantenne@europe1.fr. Voilà, votre libre antenne du lundi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et à 23h14, nous accueillons Brigitte sur Europe 1. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Bonsoir Brigitte. Alors, je vais vous laisser, si vous le voulez bien, résumer l'échange que nous avons eu jeudi. Nous avons été interrompus par le temps. Malheureusement, nous n'avons eu que 12 petites minutes pour évoquer ce qui vous arrive, l'épreuve que vous traversez, qui concerne vos 2 enfants. Est-ce que ça vous va, en quelques phrases, de résumer ce que l'on s'est dit, Brigitte ? Je vais essayer d'être synthétique. Essayez. Voilà, je suis la maman de jeunes adolescents qui ont eu une relation incestueuse. On peut appeler ça plutôt des violences sexuelles. Faut appeler les mots, faut donner les mots en fait. J'ai décidé de ne pas taire les choses dans le but de pouvoir leur permettre d'accéder à une thérapie. Oui. Parce que de toute façon, si je n'avais pas pris ce parti-là, ils n'auraient jamais pu aborder ce sujet-là et je ne sais pas ce que ça pourrait donner plus tard. Ça aurait pu créer une blessure, en tout cas une cassure, quelque chose qui aurait pu prendre une envergure dont on ignore jusqu'où ça aurait pu mener vos enfants. Voilà. Donc moi, j'ai pris le parti de ne pas me taire et de mettre en place tout ce qu'il fallait pour que les enfants puissent avoir une prise en charge adaptée à leurs besoins et puis faire en sorte que les violences qu'ils ont commises puissent être réparées et leur permettre de se construire avec ce qui s'est passé, mais en ayant comme focus un retour à un équilibre sain. Comment pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte, en tout cas, pourquoi ça arrive, cela, en tout cas pas pourquoi ça arrive, mais cela arrive au bout de nombreuses années je crois, de relations assez violentes, psychologiques au sein de votre couple, avec le papa. C'est ça, en fait, durant des années, toutes les années de vie de couple, ça a été très compliqué. C'était un couple qui s'était renfermé sur lui-même parce qu'il souffrait de jalousie pathologique, qu'il ne supportait pas l'intrusion de l'extérieur. Lui-même n'avait pas confiance en lui, je pense. Il s'est mal construit, j'ai envie de dire. Et j'ai voulu m'extraire de ça. Je lui ai proposé à maintes reprises durant notre vie de couple de pouvoir accéder à des thérapies familiales.
pour pouvoir évoquer les difficultés qui étaient les siennes et essayer de reconstruire quelque chose de sain. Il a refusé en bloc tout ce que j'ai pu lui proposer. J'ai fini par décider de me séparer et en pensant que la séparation allait pouvoir résoudre beaucoup de choses. Ça n'a pas été le cas puisque finalement le schéma de violence conjugale, en fait, il a perduré au-delà de la séparation, où il a instauré beaucoup de choses très compliquées, du chantage, enfin toujours des violences, des insultes, des menaces. Et avec en ligne de mire le fait que comment dirais-je, si je bougeais un petit peu trop, il se désisterait de sa parentalité. Et moi, je culpabilisais forcément d'avoir, de ne pas, de pouvoir être à l'origine du fait que mes enfants n'aient pas de père. Donc, en fait, j'ai essayé de continuer à le faire venir dans la parentalité, ce qui n'a jamais été possible. Vos enfants étaient chez vous lorsque vous vous êtes séparés. Comment la garde s'est-elle organisée? Alors, dans un premier temps, j'avais convenu avec lui que même si nous nous séparions, on devait rester des parents. Et j'ai voulu essayer de faire en sorte qu'il puisse accéder à sa parentalité. Donc, en fait, on a organisé beaucoup de modes de garde un peu différents. En fait, les changements étaient plutôt à son initiative. Enfin, ça durait jamais très longtemps. La plus grande stabilité qu'on ait pu avoir, ça a été une année durant laquelle je lui ai permis, en fait, de venir. C'est une erreur, mais il m'opposait que ces conditions d'accueil n'étaient pas suffisantes pour les enfants. Donc, je lui ai permis de venir une semaine sur deux à mon domicile pour pouvoir s'occuper des enfants. Je l'ai assisté dans les devoirs, etc., pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse partager des moments avec ses enfants, les retrouver. Après, il y a eu des gardes élargies, il y a eu des abandons pendant 6-7 mois, il ne venait pas les voir. Et puis après, il revenait. Après, il les prenait un peu le week-end. Mais il avait du mal à reconstruire sa vie. Et pendant toutes ces années, en fait, il leur disait que c'était de leur faute, qu'à cause d'eux, il ne pouvait pas reconstruire sa vie, c'était trop compliqué. Donc, Il voilà. culpabilisait donc vos enfants? Oui, voilà, c'était très compliqué. J'ai pas tout de suite mis des mots de violence conjugale sur ce qui se passait. Oui. Il a fallu attendre que je puisse rencontrer une association qui verbalise en fait les choses et que je comprenne, que je commence à dénouer un peu le fil de ce qui se passait pour essayer de mettre en place des stratégies pour arrêter en fait le massacre. Mais bon, tout ce que j'ai pu mettre en place n'a jamais suffi. Et on en est arrivé à ce que en 2020, j'ai rencontré le juge d'affaires familiales avec lui parce que je voulais repositionner l'intérêt des enfants et l'intérêt de maintenir des gardes, comment dirais-je, régulières, prévisibles, Oui. pour que les enfants puissent grandir dans un cadre serein. Et malgré tout ce qu'on a pu essayer de mettre en place, des médiations, des thérapies, etc., il a tout refusé. Et il a continué en fait à fonctionner comme il avait toujours fonctionné. Je pense que ça fait partie de son équilibre et que la remise en question, en fait, serait trop compliqué pour lui. Toujours est-il que il y a eu un moment où j'ai refusé qu'il voie les enfants, puisqu'en plus, il commençait à s'alcooliser. Je lui ai dit, écoute, tu ne prends plus les enfants, tu les prends que lorsque tu te sens en capacité de les accueillir dignement, convenablement. Et c'est pareil, une opportunité qu'il a jamais saisie. En fait, il s'est détaché en fait des enfants. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert en 2021 les violences sexuelles qui s'étaient commises entre eux, j'ai pas été étonnée en fait, parce que selon ce que j'ai pu comprendre de la part de gens spécialisés dans les violences sexuelles, Oui. qui ont eu la gentillesse de bien vouloir me recevoir, étant donné le
le grand choc que je subissais pour essayer de me donner des éléments de compréhension. Ça peut être une explication, les violences qu'ils ont subies se sont rapprochés. Les rôles de chacun n'étant pas très clairs, parce qu'en fait, dans tout ce tumulte, finalement, il m'a jamais laissé ma place de mère, puisque systématiquement, il s'opposait à l'autorité que je pouvais essayer de mettre en place. Oui. Donc effectivement, mon autorité parentale, elle était très Contesté? contestée, et effectivement, les enfants étaient un peu perdus dans tout ce manque de repères. Donc tout ça, effectivement, ça participe à ce qui s'est passé. Et puis il y a aussi peut-être un aspect transgénérationnel qu'il conviendra de creuser dans le cas Pourquoi? d'une Pourquoi? thérapie. Il est plus vieux que vous? Non, il n'est pas plus vieux que moi, mais j'ai appris par mon fils aîné, puisque j'ai 4 enfants, Oui. que son papa lui aurait proposé de partager une partenaire sexuelle. Oh là là. Ah oui. C'est mon fils aîné qui m'a Et révélé pourquoi ça. parlez-vous de transgénérationnel? Quel rapport? Parce que je pense que il y a peut-être des repères que lui n'a pas eu non plus, et Oui. qu'il n'a pas su forcément Oui. non plus Vous pensez plus à communiquer. une blessure transgénérationnelle, c'est-à-dire à quelque chose vécu par ses parents ou ses grands-parents et quelque chose qui a été tenu au secret et qui l'aurait, lui, impacté? C'est ça. Après, il y a tout un tas de choses, hein. Moi, par exemple, sur l'autorité parentale, effectivement, à partir du moment où j'arrivais pas à poser mon autorité parentale, et c'est pourquoi j'avais contacté les services sociaux à l'époque, parce que je voyais bien qu'il y avait un dysfonctionnement. Je faisais des constats, mais je ne parvenais pas à comprendre comment il était possible que, malgré tous les repères que j'essaye de donner aux enfants, je n'arrive pas à poser un cadre correct. Donc, moi, je pense que les enfants ont, ont transgressé parce que dans leur inconscient, il n'y avait pas cette barrière Bah, qui pouvait. lorsque vous évoquez la proposition de votre ex-mari à l'un de vos fils de partager une partenaire sexuelle, est-ce le fils qui est en cause dans le Ah non, viol, enfin en tout cas dans l'acte non, non, incestuel? c'est pas cet enfant-là, non. D'accord. Bon, Mais en tout cas, ça me fait dire que les repères ne sont pas là, non, bien sûr, bien sûr. parce que en tant que moi-même, en tant que parent, j'ai une vie qui m'appartient, qui est c'est intime, que je ne partage pas avec mes enfants. Enfin, Bien évidemment. c'est classique, enfin, c'est normal. Et effectivement, quand mon fils aîné m'a révélé ça, là, je me suis dit, bah, il y a vraiment Oui, des oui. barrières qui sont tombées. Transgression totale. Voilà. Donc c'est aussi un des axes sur lesquels moi je vais m'attacher Oui, oui. à essayer de trouver des solutions, donc par le biais d'une thérapie Alors familiale. évoquons avant de parler de justement de la thérapie familiale, de tout ce à quoi vous allez remédier pour essayer de sauver ces enfants, en tout cas de les remettre, pas dans le droit chemin, mais en tout cas de les remettre en équilibre. Mhm. Euh, dans quel contexte tout cela arrive? Comment est-ce que vous découvrez ça? Bah parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y a eu un moment où mon ex-mari a essayé d'étrangler l'un des 2 adolescents, donc mon fils le plus jeune. Et là, je suis allée porter plainte parce que jusqu'à présent, j'avais essayé de manifester les difficultés que nous rencontrions, mais à partir du moment où ça relevait plutôt de violences psychologiques, ça a changé, je pense, aujourd'hui dans les commissariats, depuis que effectivement, je pense Marlène Schiappa a essayé d'impulser vraiment quelque chose de différent. Mais à l'époque, moi, quand j'avais porté plainte, on me disait, bah, c'est un conflit. Oui, ben non, c'est pas qu'un conflit en fait. C'était vraiment des violences psychologiques. Aujourd'hui, je pense que dans les commissariats, on est formé un peu différemment, et que peut-être que
les difficultés auxquelles j'étais confrontée pourraient donner lieu à ce qu'il y ait un dépôt de plainte et que la loi intervienne dans les relations délétères que nous avions en fait. D'accord. Donc je pense que ma fille, quand elle a vu que je portais plainte, elle a dû se dire, ben effectivement, on peut se permettre de dire ce qui ne va pas. Et elle a révélé à l'assistante sociale de son collège qu'elle avait aussi eu des attouchements avec son frère. Voilà, donc, et c'est dans ce contexte-là qu'est intervenue la brigade des mineurs, qui a été franchement au top. Oui, vous me parliez de la qualité de l'intervention de la brigade des Oui, mineurs et on va en parler juste après cette petite pause que l'on fait maintenant, si vous le voulez bien, Brigitte, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? oui, merci. À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 23h29, même 30 maintenant. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Et peut-être aurai-je le plaisir de vous parler dans quelques moments, quelques minutes, chers amis. Pardon. Brigitte, donc la brigade des mineurs intervient. Comment en fait elle est mise au courant des propos de votre fille? Comment ça se passe? Oui, parce qu'en fait, l'assistante sociale du collège a fait son travail. Elle a fait comment on appelle ça, un signalement à la cellule d'information, Oui. cellule de recueil d'informations préoccupantes. Donc le procureur a décidé d'auditionner ma fille. Oui. Et donc ils sont venus la chercher au collège et ils l'ont auditionnée, alors forcément sans que j'en sois informée, ce qui est normal dans le cadre de la protection des mineurs. Oui. Et après l'audition, ils m'ont téléphoné pour me demander de venir rechercher ma fille. Et ils m'ont informé qu'elle avait dit des allégations et qu'elle s'était rétractée. Donc vraiment avec beaucoup de tact, très sincèrement. Et en rentrant à la maison, j'ai eu une conversation avec mes enfants parce que soit ma fille, effectivement montait et il fallait que je comprenne pourquoi elle pouvait mentir comme ça et éventuellement mettre en place des choses pour l'aider, soit elle ne montait pas et effectivement c'était très grave. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc ils ont tout de suite reconnu les faits tous les deux. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir recontacter la brigade des mineurs qui a été vraiment à l'écoute. Ils nous ont fixé une date d'audition pour les enfants. Oui. Il m'a demandé ce que je comptais faire, donc je lui ai dit que je séparais les enfants. Donc il n'y avait pas d'urgence puisque je mettais en place tout ce qu'il fallait au niveau des soins aussi. Comment séparer les enfants là? C'est-à-dire les envoyer dans la famille ou chez des amis ou... Là, ça a été dans la famille en fait. J'ai demandé, j'ai expliqué à mon fils qu'il était plus possible pour le moment, en tout cas, D'être avec sa qu'il puisse sœur? vivre, d'être avec sa sœur. Rappelez-nous l'âge en fait de votre fils et de votre fille. À l'époque, ma fille avait moins de 13 ans et mon fils un peu plus de 15 ans. Mais les faits, venait juste d'avoir 15 ans, mais les faits remontaient à longtemps en fait. Elle a parlé très longtemps après les faits. Donc, donc c'est pourquoi il n'y a pas eu de poursuite pénale, puisqu'ils étaient tous les deux, ils avaient tous les deux moins de 13 ans au moment des faits. D'accord. Je crois savoir que vous avez demandé une aide éducative pour gérer la situation. À plusieurs reprises. Oui. Moi, ce que je voulais dénoncer surtout aujourd'hui, sans aucune rancœur et en disant que je n'attaque absolument pas les personnes qui travaillent dans les services sociaux parce que je fais le constat que elles sont débordées, souvent je dis elles parce que souvent ce sont des femmes, elles sont débordées par des situations de plus en plus compliquées. Je pense qu'elles manquent cruellement de moyens et qu'effectivement la demande que j'avais formulée avant qu'on puisse connaître ce qui s'était passé relevait d'une demande de prévention des risques et que sans qu'il y ait de faits graves
avérées, en fait, elles n'avaient pas les moyens, elles n'ont pas les moyens en fait de faire de la prévention. Il y a très peu en fait de possibilités mises à disposition pour elles et pour les parents de mettre en place des choses contraintes autour de la parentalité, parce que là, le papa refusait toute aide. Donc en fait, on n'a jamais pu le contraindre à faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est un constat, qui m'attriste, parce que mais c'est un constat général quand on voit tout ce qui se passe actuellement. On n'est pas en France en général, on n'est pas très axé sur la prévention. On intervient plutôt en répression, réparation des faits. Oui. Et il en va de même pour l'aide sociale à l'enfance, parce que je pense que les moyens ne sont pas au rendez-vous. Donc je n'incrimine absolument pas les personnes en tant qu'individus, mais plutôt je voudrais dénoncer le système en fait, qui est un système où on ne met pas les moyens, alors qu'en fait le coût serait beaucoup moins élevé à mon sens si on agissait en prévention plutôt que d'attendre que les choses tournent mal et qu'il faille après mettre en place des mesures beaucoup plus dures, et même pour les enfants, parce que là aujourd'hui, par exemple, quand on a su ce qui s'était passé, j'ai rencontré donc forcément une juge des enfants qui a considéré que tout était mis en place pour que les enfants soient séparés, que les prises en charge étaient faites correctement, et qui m'a accordé la confiance de continuer à pouvoir suivre les enfants avec une aide éducative en milieu ouvert. Et là, je me suis heurtée à quelque chose auquel je ne m'attendais pas non plus. C'est pareil, l'aide éducative en milieu ouvert, je pense qu'il y a trop d'enfants à charge pour une seule personne. Elles sont contraintes de Elles sont débordées. rédiger des rapports Oui. pour que les juges aient connaissance de la situation des enfants. Et au final, l'aide éducative, il y a juste le volet protection de l'enfance qui est mis en œuvre, Oui. et très peu le volet accompagnement éducatif des parents. Parce que moi, j'ai besoin, là aujourd'hui, maintenant ça va beaucoup mieux, mais j'avais besoin au moment où j'ai rencontré le service d'aide éducative en milieu ouvert qu'on vienne renforcer mon autorité parentale, éventuellement me guider sur des actions que je pouvais mettre en place, toutes simples au quotidien, parce qu'effectivement, moi, je suis très versée dans le psycho-affectif, étant donné le passé que nous avons eu, et peut-être que je perds de vue de temps en temps l'importance de mettre en place des choses des réponses beaucoup plus rapides quand les enfants dépassent les limites. Donc effectivement... et puis effectivement, vous étiez quand même très touché, je suppose. Hein. Vous dites... J'ai été choquée, j'étais meurtrie. J'avais très peur des conséquences de ce qui s'était passé entre mes enfants. Et effectivement, j'avais pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir mettre en place des choses plus adaptées. Et c'était ce en quoi j'avais besoin d'avoir une aide éducative qui n'a pas été à la hauteur de ce que vous attendiez. Tout à fait. Vous dites que ce qui prévaut dans ces histoires, en plus, c'est le grand silence et le sentiment de honte qui entoure ce type d'histoire. C'était difficile d'en parler pour tous les protagonistes ? Non, parce qu'avec les enfants, alors ça fait pas partie du quotidien, parce qu'on n'en parle pas tout le temps, mais assez régulièrement, on revient sur ce qui s'est passé. Au fil du temps, on essaye de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Par exemple, mon fils commence à intégrer le fait qu'il ait pu être auteur de ce qui s'est passé, considérant qu'il est plus âgé que sa sœur, et qu'il aurait dû avoir plus de discernement aussi, pour lui permettre aussi d'accéder à la réparation, pour lui, pour sa sœur aussi. Donc tout ça, c'était émotionnellement très compliqué.
Et quand on se retrouve en face des personnes qui sont censées nous aider, moi j'avais pris le parti aussi de ne pas flancher, c'est-à-dire d'être transparente par rapport à ce que nous avions vécu Oui. et d'essayer de prendre le maximum de recul pour pouvoir expliquer notre situation, ce qui s'est traduit par je dis les choses sans affect. Mhm. Alors que, pour moi c'est hors sol, mais bon. Ouais, où en êtes-vous aujourd'hui, Brigitte, et où en sont les enfants par rapport à tout ça? Où nous en sommes les enfants, je dirais qu'ils vont bien, parce que ce qui s'est passé est grave, mais que le fait de pouvoir mettre des mots dessus, d'avoir pu faire intervenir la loi, de remettre un peu de loi dans la famille aussi, ça a permis de remettre du cadre. Et c'est essentiel, en fait. Donc, petit à petit, en fait, ils sont en projet, ils reprennent confiance en eux. Ils ont des envies, c'est des ados, hein, donc ils ont envie de plein de choses. Voilà, maintenant, ils sourient, ils ont envie de faire plein de choses. Et je dirais que le poids de la culpabilité, il commence un petit peu à s'alléger. Voilà. Et ils comprennent aussi que, effectivement, c'est bien eux qui ont transgressé, mais qu'il y a un contexte global qui peut expliquer les choses, même si ça n'enlève pas la responsabilité qui peut être, chacun à son degré différent la leur. Donc en fait aussi, pareil, prendre ses responsabilités, ça fait partie aussi pour moi de ce dont ils ont besoin pour se construire et apprendre que... Donc pour moi, ils vont bien, ils sont en projet, ils font du sport, enfin voilà, il y a plein de choses très positives. Ils ont eu des difficultés à se mettre dans les apprentissages parce que c'était assez tumultueux, mais là maintenant ils ont envie, voilà, de reprendre le cours de leur vie en fait. Oui. Et ils sont bien aidés, hein. Enfin, notamment mon fils est très bien entouré. Donc ma fille, c'est un peu plus complexe parce que il y a encore des choses qui remontent un petit peu à la surface, mais elle est assez sauvage, j'ai envie de dire. Donc la thérapie, elle l'aborde de loin loin, mais elle a un suivi. Mais elle sait, voilà, elle a repéré autour d'elle les adultes qui peuvent l'aider. Elle a compris qu'autour d'elle, il y avait beaucoup de gens bienveillants et qui sont là pour l'aider, pour l'aider à grandir, Oui. pour l'assister. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'ils vont bien. Étant donné ce qui s'est passé, ça se passe plutôt bien. Et là, aujourd'hui, la semaine dernière, on a pu rencontrer une juge des enfants qui devait statuer sur une demande de placement des enfants. Oui. Qui a été qui est la conclusion d'une mission d'investigation judiciaire éducative contre laquelle en fait j'ai eu la chance en débat contradictoire de pouvoir opposer quelques remarques parce que le rapport d'investigation éducative il était intéressant parce qu'il soulevait des axes potentiels de progrès, de choses qui peuvent être mises en place, mais c'est la conclusion. En fait, la conclusion, c'est qu'il faut placer les enfants parce que c'est là où c'est un peu pernicieux à mon sens. Les enfants ont un sentiment de loyauté très fort vis-à-vis de moi, que je suis quelqu'un d'intelligente. Enfin bon, ce que je lis en filigrane derrière les mots qui sont dans le rapport, c'est qu'au final, j'ai le sentiment qu'on dénonce plutôt une forme d'aliénation parentale. Oui, c'est encore le grand fantasme. Ouais. Voilà. Oui. Alors même que la loyauté des enfants, en fait, c'est pas la loyauté, c'est simplement que les enfants ont repéré en moi quelqu'un qui les protège et en fait en qui ils ont confiance. Donc on n'est pas du tout dans un sentiment de loyauté, on est plutôt dans une relation de confiance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de l'aliénation parentale. Non, mais bon, c'est... Mais en tout cas, ça justifierait manifestement un éloignement psychique des enfants de leur mère pour leur permettre de se reconstruire
loin de ce que je peux véhiculer chez eux. Enfin, Oui. C'est encore très mystérieux, ce type c'est hors de sol commentaires. pour Ouais. moi. Mais je pense C'est hors que sol. définitivement, il y a une manière d'interpréter les choses de la part de ces services qui nous échappent à nous, parents. D'abord parce que je pense que euh, c'est bien évidemment dans l'émotion que tout cela se déroule et il y a quelque chose de très froid, de très. Vous parlez de hors sol. Moi, je dirais plutôt un peu à ras des pâquerettes, justement, et qu'on ne s'élève pas beaucoup, on est assez pragmatique, et que justement, on devrait s'élever, j'entends par là, s'élever afin de pouvoir regarder la situation avec un peu de hauteur, justement, de pouvoir prendre un petit peu de hauteur et de considérer euh, les événements et ce qui a pu les provoquer, quelles sont les choses qui ont pu pousser vos enfants à en arriver là. Mais on est encore dans quelque chose d'assez mystérieux au niveau des services sociaux. Merci en tout cas, Brigitte, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Bon courage à vous. Et puis, si bien évidemment vous avez envie de nous parler de la suite des événements, n'hésitez pas à nous rappeler. D'accord ? Moi, ce que je voulais souligner simplement, c'est qu'en tant que parent, et c'était un peu surtout le but de mon appel, c'est que je ne comprends pas pourquoi en France actuellement, il n'y ait pas des services spécialisés qui font des missions d'investigation judiciaire éducative, mais qui n'ont pas pour vocation de mettre en œuvre les mesures qui seraient décidées éventuellement par les juges, parce que pour moi, on ne peut pas être jugé partie. Voilà, simplement, c'était... et je pense que dans les enfants, ils gagneraient à avoir des collègues... Tout le monde y gagnerait. Ah ben Parce oui, que, voilà. Et c'est surtout, moi, c'est l'intérêt de mes enfants. bien évidemment. Maintenant, Oui. je tiens à dire que si la juge estimait effectivement que dans l'intérêt des enfants, un placement s'impose, je me rendrai à son avis, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des juges qui étaient vraiment représentants de la société civile et qui prenaient la hauteur nécessaire que ces rapports ne prennent pas, en fait. Mhm. Et à quel niveau, pour bien que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, à quel moment pour vous il manque justement cette investigation? À quel moment exactement de la procédure? Moi, ce que je pense, c'est que les personnes qui font les missions d'investigation judiciaire éducative ont une formation qui peut être adaptée dans certaines situations, mais qui n'est pas omnisciente, et qu'on gagnerait tous et toutes à pouvoir avoir des personnes qui sont formées à la rédaction de rapports qui soient vraiment des rapports, comment dirais-je, avec des perspectives, avec des attendus, avec des justifications réelles de placement d'enfants, des choses sur lesquelles on peut opposer ou pas des réflexions, et avec vraiment une hauteur de vue, comme vous dites, beaucoup plus élevée, et surtout qui ne seraient pas des services qui seraient chargés de la mise en œuvre des placements, de sorte que leur conclusion serait vraiment dans l'intérêt des enfants, Mhm. et pas forcément dans l'intérêt de remplir des foyers. Oui. Même si en échangeant avec eux, ça n'est pas du tout leur vocation, hein, de remplir des... Mais bon, je vois ce que vous voulez dire. Bien. Oui. J'entends bien, mais ça va être mon prochain combat, ce sera celui-là, parce que il faut absolument qu'il y ait de la neutralité, et c'est pas ce que j'ai ressenti. Mhm. Mais n'hésitez pas à venir nous en parler, Brigitte, en tout cas. Merci mille fois pour votre témoignage ce soir sur Europe 1, et puis portez-vous bien, et ainsi que vos enfants. Merci, Bonne bonne soirée soirée à toutes et à tous. Au revoir, Brigitte. Au revoir.